Carrefour 2.0, une série de forums débats sur les dossiers chauds de l'actualité, proposé par Choc FM 105.1. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Carrefour Choc et cette émission est présentée grâce au FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire. Nous avons tout un groupe aujourd'hui et ça va chauffer. Les idées vont s'entrechoquer, je vous le promets. On parle politique aujourd'hui, politique du point de vue francophone. Est-ce que la francophonie peut faire la différence? Bien sûr, on ne parlera pas seulement de francophonie, mais ce sera intéressant d'avoir le point de vue de nos invités. Je vous les présente tout de suite. On a Monsieur Amos Yao Sani du Centre francophone de Toronto. Bonjour Amos. Bonjour Elisabeth, bonjour toute la communauté, bonjour les panélistes. Bonjour, et parlez-nous un petit peu du Centre francophone pour les gens qui ne connaîtraient pas le Centre francophone. Oui, le Centre francophone de Toronto, pour le résumer, c'est un centre qui œuvre pour le mieux-être de tous les francophones de la grande région de Toronto. Nous offrons des services pour l'épanouissement et le mieux-être. Bon, on a un cabinet d'aide juridique, on a un centre de soins primaires, soins primaires et promotion de la santé. Nous avons des dames et une équipe qui est vouée parce que le futur du Canada, ce sont les enfants. Il faut le bien-être des enfants. On a une équipe de santé mentale et du développement de l'enfance. Des dames très très dévouées qui interviennent. On a aussi, oui, on en parlera de l'enjeu aujourd'hui, oui, les enfants naissent, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir travailler aujourd'hui? Et aussi, on a un département qui s'occupe des nouveaux arrivants. Et nous grandissons actuellement, Serge va en témoigner, les membres vont voter en septembre prochain pour que nous puissions changer de nom, devenir le Centre francophone de Grand Toronto. Parce que nous sommes déjà, comme le disait le président de l'AFO, je crois, nous sommes déjà présents à l'aéroport Pearson pour accueillir tous les francophones dans leur langue, dès qu'ils descendent de l'avion, qu'ils se sentent toujours chez eux. Qu'ils se sentent accueillis, donc. Très intéressant. On reviendra sur tous ces sujets-là. Vous avez parlé de beaucoup de choses vraiment très importantes, d'éducation, de jeunesse. Parlant de jeunesse, nous avons un étudiant en sciences politiques, Mohamed Tienné. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Elisabeth. Qu'est-ce qui vous a fait étudier en sciences politiques? Mais d'abord, la politique, pour moi, c'est une passion. Oui, je pense que la politique permet, si vous voulez, de régir notre société. Grâce à la politique, on arrive à voter des lois qui permettent évidemment à la population de vivre en harmonie. La politique permet de refouler, si vous voulez, l'anarchie. Oh, grosse affirmation. Ouais. On y reviendra. J'ai aussi avec nous Madame Emmanuelle Meyer, présidente de l'Association des femmes d'affaires francophones, l'AFAF. Bonjour Madame Meyer. Oui, bonsoir. Alors, depuis 36 ans, votre organisme est ici au Canada? Vous voulez dire dans le Grand Toronto? Dans le Grand Toronto seulement, c'est pas à travers... Non, notre association est, entre guillemets, le local. Enfin, c'est un grand local. Voilà. Et qui ça regroupe, votre association? Seulement les femmes d'affaires? C'est plus Alors, large? nous sommes un groupe qui accueille... ses membres sont des femmes de tous âges, de tout horizon. Et qui sont effectivement souvent des femmes qui sont en affaires ou des femmes professionnelles ou bien des femmes tout simplement actives, j'allais dire, dans leur nature profonde et qui ont envie de s'engager et de faire des choses. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des regroupements, Alors, des la actions? plupart du temps, nous faisons des soirées une fois par mois avec toujours un conférencier homme ou femme, mais ça doit être en français. Nous avons aussi des événements plus exceptionnels qui, par exemple, cette année, on compte refaire ça. Nous avons fait une soirée des services en français en accueillant donc des
des hommes et des femmes d'affaires. Donc, on dans un cadre plus large pour présenter leurs services en français, dans le but essentiel de montrer que la communauté francophone est aussi active et économiquement présente. Voilà. Qu'il ne faut pas avoir peur de se présenter aussi en tant que francophone en affaires. Très, très, très important ce que vous venez de dire, et on va y revenir d'ailleurs, le poids économique de la francophonie. Et j'ai aussi Serge Paul, qui aujourd'hui porte le chapeau du président de l'ACFO. Qu'est-ce que l'ACFO, Serge? Alors, bonjour Elisabeth. L'ACFO Toronto, donc, c'est un organisme membre de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de la francophonie ontarienne. Et nous, en fait, à Toronto, on est la voix des 125 000 francophones et francophiles qui ont choisi Toronto pour vivre. Et puis ensemble, en fait, on forme la francophonie minoritaire, la plus urbaine et culturellement diversifiée du pays. Donc on est là pour les aider à se développer en français à Toronto et puis à faire valoir leurs droits et leurs voix auprès du gouvernement. Et on parlait de force économique. Je pense que vous faites partie aussi d'une action qui a été lancée, Bonjour, Welcome. C'est ça. Donc c'est un projet qui a déjà été lancé il y a quelques années et puis là il repart sur 3 régions dans l'Ontario, dont Toronto. Et donc notre rôle dans ce projet-là va être d'identifier les organismes et entreprises qui sont capables et qui veulent, c'est bien différent, il y a 2 choses différentes, offrir des services en français à leur clientèle. Donc que ce soit un organisme comme le Centre francophone ou un agent d'immeuble comme cette chère Emmanuel, ou un garage ou un restaurant qui est capable effectivement d'offrir des services en français et on puisse, entre guillemets, pratiquer son français en allant chez eux. Et pour montrer effectivement au gouvernement de l'Ontario, qui est assez pro, on va dire, corporation et économique, que les francophones ont une force économique assez importante. Moi, en l'occurrence, pour vous donner un exemple, dès qu'il y a une possibilité d'utiliser une machine qui me propose l'anglais ou le français, je vais toujours appuyer sur le français pour que la statistique de la corporation garde que je suis là et qui montre effectivement que les services en français sont importants. Alors, vos collègues hochent de la tête tous ensemble. On sent qu'il y a l'unanimité. Ce qui m'amène à poser la question, je jette le pavé dans la mare, je sais que je vais avoir l'air de vouloir vous provoquer, mais est-ce que c'est encore pertinent de parler de francophonie alors que nous ne sommes quand même peut-être pas une minorité tout à fait visible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Est-ce que c'est pertinent de parler du fait francophone, de la francophonie? Oui. Je peux commencer, vous allez renchérir. Oui, absolument. Monsieur Amos, oui. Absolument, oui. Si on ne doit pas en parler, pourquoi nous sommes ici? Bon, moi, je dirais quelque chose quand même. On oublie facilement, mais ça fait 400 ans que les francophones sont en Ontario. Donc, renoncer à 400 ans d'histoire, c'est dommage. Et malgré tout, par le fait de s'être toujours battu au travers du temps, finalement, on existe encore, même si ça demande toujours une vigilance. Important le mot vigilance. Effectivement, avec les événements qui se sont passés avec le présent gouvernement, je pense que ça a peut-être attisé justement cette flamme pour la francophonie, non? Vas-y, je t'en prie, Mohamed. Mohamed, oui. Ça garde encore toute sa pertinence, d'autant plus qu'en tant qu'étudiant à l'université, que l'étudiant soit francophone ou anglophone, il a tendance à dire que si vous arriviez ou que si vous parliez les 2 langues, vous avez de fortes chances d'avoir un emploi stable, bien rémunéré. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous nous battons tous pour parler les 2 langues, et notamment le français, parce que les anglophones, puisqu'ils sont plus nombreux, mais j'avoue qu'ils sont très déterminés à apprendre à parler le français dans l'espoir, si vous voulez, de trouver un emploi, un très bon emploi. Donc je pense que la pertinence... Oui, vous sentez ça, vous sentez vraiment? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est unanime? Vous sentez qu'il y a plus de francophiles maintenant à Toronto? Absolument. Moi, je vois qu'il y a plein de personnes qui partagent. Soit je suis excessivement admirative de rencontrer des anglophones qui parlent très très bien le français.
Je pense que c'est ton cas aussi. Et effectivement, beaucoup partagent avec moi que, ah oui, ils ont perdu le français malheureusement, mais qu'ils ont un désir de pouvoir le pratiquer plus souvent. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles à la FAF des fans viennent. C'est aussi simplement pour le bonheur et le plaisir de partager en français. Voilà. Donc, mais que ce soit effectivement les plus jeunes qui veulent absolument avoir cette deuxième langue nationale en main, mais aussi les plus âgés qui en regrettent parfois de ne pas avoir pu plus souvent le parler. Sautons dans le vif du sujet, on parle d'éducation. Serge Paul, vous êtes dans le milieu de l'éducation aussi. Cette université francophone, qu'en est-il? Alors, c'est vrai que ça a été un petit peu le pavé dans la fourmilière que le gouvernement actuel a lancé, qui a un petit peu réveillé les francophones, on va dire, qui étaient dans leur confort francophonie depuis quelques années, qui se développaient très très bien, mais qu'on n'entendait pas trop, entre guillemets, et qui restaient dans leur minorité. Et ce pavé qui a voulu peut-être réduire le budget, peut-être avec d'autres agendas, je ne sais pas, a eu comme effet de réveiller cette francophonie. Donc le pavé en question, c'était de supprimer le financement pour l'université francophone de l'Ontario qui était censée ouvrir en 2020. Il faut savoir que c'est pas fermé, qu'il y a toujours des gens qui travaillent pour cette université. Il y a des programmes qui sont mis en place pour développer des certificats et des diplômes pour les personnes qui viennent de l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi avec les différents collèges francophones qui sont dans la région, comme le collège Boréal, beaucoup de collaborations. Et puis le gouvernement fédéral qui aide aussi de son côté au niveau financier pour conserver un minimum de financement pour l'instant pour que ça continue et qu'on puisse effectivement développer, peut-être pas à aussi grande échelle qu'on voulait au départ, mais à développer cette université francophone qui, pour moi, va rester et qui est toujours le symbole de cette francophonie qui s'est réveillée et qui veut absolument cette université francophone. Alors, ce qui m'amène à vous dire, chers auditeurs, n'hésitez pas, écrivez sur notre page Facebook si vous avez des questions pour nos panélistes, si vous avez des remarques, si vous avez des choses que vous voulez dire, c'est le moment de le faire. Donc, notre page Facebook sur Choc FM. Et est-ce que, justement, il y a quelque chose que les auditeurs peuvent faire pour encourager le développement de cette université, pour montrer leur appui, Serge? Il y a des actions qui se font au fur et à mesure. Nous, on suit effectivement tout ce qui se passe avec l'AFO, dont j'ai mentionné tout à l'heure. Mais par exemple, dans un mois, ce sera le 25 septembre, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est la journée du drapeau franco-ontarien. Le drapeau sera levé à Queen's Park et à Nathan Phillips Square par la ville de Toronto. Et il y aura de grosses activités, un tintamarre, des défilés. Donc des choses qui vont être faites pour permettre aux francophones de venir à Toronto, devant Queen's Park, devant la mairie de Toronto, pour dire on est là et tout est possible. Avis à tous, donc c'est un rendez-vous le 25 septembre. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir choisi cette date particulière? En fait, ça fait donc maintenant, je dirais, une dizaine d'années que ça a été décidé par le gouvernement de l'Ontario à l'époque. C'était le jour où, il y a plus de 35 ans, Gaëtan Gervais a créé ce drapeau, par cette personne de Sudbury. Donc il a créé ce drapeau franco-ontarien et puis donc quelques années plus tard, le gouvernement a décidé de créer cette journée en l'honneur du 25 septembre quand ça a été créé. Il y a la police de Toronto, d'ailleurs, je crois, qui souligne cette journée, non? Elle souligne la journée de la francophonie internationale, qui est le 20 mars. Ça, c'est une autre affaire. D'accord. Mais comme c'est dans plusieurs mois, on en parlera aussi dans une autre émission. Vous reviendrez nous en parler. Alors, lançons-nous. Parlons immobilier, parce qu'à Toronto, c'est quand même un sujet qui est excessivement d'actualité et ici, tout le monde a eu à se loger et c'est peut-être un frein à toutes sortes de choses. Madame Meyer, comment se porte l'immobilier en ce moment? Parce que en plus d'être dans le regroupement des femmes d'affaires, vous êtes aussi agent immobilier. Je suis courtier, effectivement, en immobilier. Alors,
Si j'ose dire, souvent on entend des différents sons de cloche, comme quoi le marché va très mal, le marché va très bien, enfin voilà. Alors je crois qu'il faut quand même préciser que le marché immobilier est plus complexe que ça. Il y a différents marchés immobiliers. En particulier, bon, nous rappelons tous de cette période de mars-avril 2017 où le marché était en pleine ébullition, hein. Dans la même rue, une maison similaire se vendait une semaine plus tard pour 100 000 $ de plus, hein. C'était tout à fait courant. C'était évidemment une chose à partager avec ses clients à l'époque. On essayait d'expliquer ce qui s'était en train de se passer. Pour 2018, les choses se sont, j'allais dire, en général et en moyenne stabilisées, mais en particulier l'immobilier qui concerne les maisons detached, hein, c'est-à-dire les maisons individuelles, c'est un marché qui a beaucoup plus souffert, si j'ose dire, que le reste du marché, hein. Alors, pour vous donner des chiffres d'aujourd'hui, hein, le chiffre moyen en juillet sur tout le Grand Toronto, hein, était de 809 729 $. C'est quand même énorme. Là. Un chiffre moyen. De Amos tout, qui roule les yeux. Là. Tout type de logement confondu, hein. Et alors, pour vous donner quand même une idée, en janvier 2018, le chiffre moyen était de 736 783. Okay. Donc, on n'est pas dans une crise de l'immobilier où les prix sont en train de crash. Hein, il y a un ralentissement. D'aller mal. Donc, on est toujours dans un questionnement dans mon industrie de dire il faut quand même qu'il y ait de l'offre, parce que c'est toujours un jeu entre l'offre et la demande. C'est comme un stock market, le marché de l'immobilier, en tout cas ici à Toronto, hein, dans le Grand GTA. Donc, plus il y a d'offres, moins les prix vont aller à la hausse. Donc, d'ailleurs, vous partagiez votre expérience en arrivant ici à Toronto. Dans les locations aussi, c'est pareil. Plus il y a d'offres, plus les prix vont probablement baisser. Ceci dit, on a eu aussi un autre problème important qui s'est passé pour les propriétaires en Ontario. C'est qu'en changeant la réglementation et en durcissant les droits des locataires encore plus, les propriétaires ont tendance à de moins en moins facilement accepter un locataire. Voilà. Donc évidemment, on réduit encore l'offre possible. Voilà. Donc, le logement, il y a un peu une crise du logement. C'est de plus en plus difficile pour un nouvel arrivant de se loger. Alors, juste pour vous donner une idée, hein, effectivement, dans ce qui est detached, le year over year, c'est-à-dire en un an, dans les maisons individuelles, on a baissé de 0,9%. Hein. Mais juste pour vous donner une idée, dans le semi-detached, on a fait plus 5,3%. Dans le townhouse, on a fait plus 4,3%. Et dans le condo, on a fait plus 6,7%. Tout ça, ce sont des moyennes générales pour le... Ça continue d'augmenter. Donc, est-ce que ça va devenir un enjeu électoral, à votre avis, d'avoir accès à un logement décent et abordable? C'est un droit économique et c'est de plus en plus difficile. C'est un droit économique. Alors, évidemment, je crois que les gouvernements en général essayent de se poser la question. Et c'est sûr qu'il faut réussir à adapter la demande et les gens qui arrivent tous les ans avec ce qui est construit. Parce que, évidemment, s'ils n'ont pas de logement, les prix ne peuvent que continuer à augmenter. Par ailleurs, il y a un fait qu'on nie souvent, c'est que malgré tout, Toronto est maintenant considérée comme une des plus grandes villes du monde, sur le plan en tout cas de l'immobilier. Hein. Je veux dire, on reste très bon marché comparé à Paris, à New York, etc. Donc on a toujours ce potentiel de continuer à augmenter en termes de prix si on considère le GTA et Toronto en particulier comme un lieu où les gens veulent venir vivre, non seulement nous en tant que Canadiens, mais des gens venant d'ailleurs, et qui considèrent le Canada comme un endroit sûr,
politiquement stables, dont les banques sont aussi solides et qui, en voyant ce qui se passe dans le monde en général, ont tendance à vouloir investir chez nous. Alors après, on a mis des taxes sur les étrangers pour essayer de contrebalancer, d'abord sur Vancouver, ensuite sur Toronto. Maintenant, c'est Montréal qui augmente. Alors, est-ce que nous, on doit essayer de contrebalancer ça? Sûrement. Donc, est-ce qu'il va falloir avoir 2 marchés immobiliers en parallèle, si j'ose dire? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est un enjeu politique. Qu'est-ce que le Canada, en gros, veut? Est-ce qu'on veut être une grande puissance, en tout cas sur une grande place d'accueil, que ce soit pour les investisseurs ou pour les étrangers qui souhaitent venir travailler ici? Ou bien est-ce qu'on veut rester local et conserver, entre guillemets, notre ancien Canada, si j'ose dire, avec des prix qui étaient bien inférieurs à l'époque? Donc c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est une bonne question. À votre avis, est-ce que quelqu'un voudrait poursuivre? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être demander aussi à nos politiciens? Oui, c'est un enjeu. Si le prix de l'immobilier, surtout le locatif, est si fort, comment est-ce que quelqu'un qui arrive va pouvoir se loger? Et est-ce que les salaires suivent pour que la main-d'œuvre, parce que ce n'est pas tout le monde qui gagne 120 000, qui gagne 140 000, qui sont ceux qui travaillent dans les restaurants. Parce qu'on a besoin aussi des travailleurs pour savoir. Donc, pour moi, l'enjeu est là. Le politique doit intervenir parce que nous souhaiterions, nous voudrions que Toronto demeure une ville conviviale, accueillante et abordable à tous. Je ne pense pas que les restaurateurs vont commencer par payer $30 de l'heure pour les cuisiniers. Donc, c'est un enjeu. C'est une bonne question que vous posez. Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui construisent les immeubles, ce sont des investisseurs, des builders, qui donnent quand même du travail aux gens qui construisent toutes ces nouvelles maisons, tous ces nouveaux immeubles. Ils ont besoin d'avoir un retour sur leur investissement. Donc, c'est toujours le nerf de la guerre. Il faut trouver une solution où tout le monde s'y retrouve. À la fois les investisseurs, que probablement il y ait des courroies de transmission dans le processus de construction qui soient plus efficaces dans le temps, parce que dans le monde économique, le temps, c'est de l'argent. Et donc, en fonction qu'on soit plus ajusté à la demande, en termes de... Parce que si on est tout le temps 5 ans en retard, on ne fait que créer une boule de neige qui ne fait que grossir et se complexifier. Donc, il faudrait probablement avoir à la fois des processus plus simples pour construire en fonction de la demande plus rapidement et pas avoir des délais. Et puis, effectivement, probablement aussi faire en sorte que les investisseurs se retrouvent quand même au bout du compte. Parce que si c'est plus simple de construire et de revendre immédiatement sans avoir à entre guillemets, passer par un locataire, c'est probablement beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une telle structure que prendre un locataire, c'est un risque. Un risque de perte d'argent et un risque de ne pas pouvoir disposer de son bien. À partir du moment où on loue, on renonce à une forme de propriété. On ne peut plus faire de ce qu'on a acheté ce qu'on veut, y compris pas véritablement le revendre si on en a besoin. Donc, c'est toujours une part de risque, et une part de risque, ça se rémunère. En même temps, il y a l'économique, mais en même temps, il y a le peuple aussi. C'est par là que ça commence, parce qu'il faut des gens qui sont d'accord d'investir dans l'immobilier pour qu'après, d'autres personnes aient un logement. Voilà. Mais il n'y a pas une possibilité d'augmenter tout ce qui est logements sociaux. Alors voilà, et ça c'est pas le monde de l'économie qui peut agir, c'est uniquement le monde politique.
Mais moi, je pense que Voilà. ça devrait pas être, Oui, Mohamed. ça devrait pas être considéré comme un enjeu électoral. Ça devrait être considéré comme un enjeu de tous les jours. Parce qu'un enjeu électoral, ça voudrait dire que c'est un enjeu qui est circonscrit dans une période bien donnée. 4 ans après, est-ce qu'il faut voir si éventuellement on pourrait éventuellement faire des promesses pour voir dans quelles conditions on pourrait maîtriser le marché de l'immobilier. Mais ça devrait être un enjeu de tous les jours parce que le but de tout politicien, qu'il soit de gauche ou de droite, son objectif, c'est de faire en sorte d'avoir une population qui a un logement, qui a un toit. Sans un toit, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre décemment. Donc, ça ne sert à rien d'être Premier ministre ou président d'une nation quand on a une population qui crèche dehors parce que les financiers ont pris le dessus sur... Mais on voit une augmentation des sans-abri à Toronto. Je le vois visuellement. Voilà, là. donc pour moi, on ne doit pas parler d'enjeu électoral, mais un enjeu de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Maintenant, pour parler des acteurs du secteur de l'immobilier, j'en conviens que ce ne sont pas des philanthropes. Je suis parfaitement d'accord, mais en même temps, lorsque qu'ils soient étrangers ou nationaux, ils ont aussi les parts de responsabilité. Ils doivent aussi comprendre que, quoi qu'on dise, ils doivent faire eux aussi des sacrifices, je vais dire, à un niveau au point où l'individu lambda pourrait éventuellement se loger. Parce que si le pauvre n'arrive pas à se loger ou le citoyen moyen n'arrive pas à se loger parce que les prix grimpent, parce que vous êtes à la recherche de votre profit, quoi qu'il en soit, c'est que vous intéressez à votre profit, je pense que ça ne marche pas comme ça une société. Et à la fin, on va finir par avoir une situation incontrôlable et on passe dans ce qu'on appelle l'instabilité, tout le temps des revendications. Et quand il y a revendication, je pense pas en ce qu'ils sachent que l'économie se porte mieux. Mais on voit ce qui se passe en France. Voilà, avec le gilet jaune, c'est quelque chose qui a débordé. Et aujourd'hui, personne n'arrive à contrôler ce mouvement. C'est vrai que ça s'est calmé aujourd'hui, mais ça peut reprendre demain. Donc, je pense que les financiers, j'en conviens qu'ils sont à la recherche de leurs profits, mais qu'ils essaient aussi de comprendre que quand le pays n'est pas stable, quand la population commence à gronder, l'économie non plus ne peut pas aller. Donc, chacun doit jouer sa partition. Il n'y a pas que les politiques qu'il faut indexer parce que si demain, les politiques disent « OK, on va mettre des taxes un peu plus élevées », les mêmes financiers diront « on nous empêche d'investir ». Si les politiques vous ouvrent les bras, à votre tour d'aider la nation, à travers la nation, je vais dire, la population lambda à pouvoir se loger. On a vu ce qui s'est passé avec une industrie automobile où on avait, en tant que contribuable, aidé cette compagnie. Et puis, finalement, quand ils se sont remis, ils sont partis ailleurs. Oui. On a vécu ça aux villes récemment, avec Ford. Ouais. Effectivement. Et est-ce qu'on ne voit pas le contraire aussi? Est-ce qu'on ne voit pas des investisseurs, un gros pouvoir économique manipuler un peu la politique? Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui. Amos? Oui. En fait, c'est le pouvoir économique ou le pouvoir financier qui détermine le pouvoir politique. Je suis sûr que mon collègue panéliste ne va pas trop accepter, mais c'est ainsi. Il faut financer. Et nous sommes au Canada, vous voyez comment les lois sont votées. Il y a les lobbies qui vont voir pour dire qu'il faut faire passer même la cigarette. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas éradiqué les choses? Parce que nous allons te soutenir et tu vas faire passer notre intérêt. Et c'est une entente qui est faite. On a vu ce que vous appelez, on a appelé les scandales, les journalistes, où tel va, chez tel. Le Monde, je le disais hors micro, où on nous a dit, j'ai suivi un documentaire, on nous a dit que le président a été pris en otage. Parce que s'il n'a pas d'emploi, et Emmanuel le disait, si les financiers se retirent, il n'a pas d'emploi.
il y aura le chômage. Lorsque le chômage augmente, il y a aussi instabilité. On peut vous couper le robinet. C'est un jeu. Prenez le cas de l'Alberta. C'était quand ils ont poussé, je dis ils, parce que peut-être que c'est devenu parano, ils, et le pétrole a chuté. On a vu ce qui s'est passé. Totalement. Le gouvernement qui avait de bonnes intentions, oui. Après 4 ans... D'ailleurs, le marché immobilier en Alberta... Non, mais en Alberta, toute une maison, c'est 1400. Toute une maison, je le disais tout à l'heure, je tournais. Donc voilà, le nier, il y a le nier, les marchés financiers aujourd'hui, comment c'est? Avec l'instabilité entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a les forces et les mains invisibles, comme l'a dit Adam Smith, qui dirigent le marché, mais cette main invisible, c'est la main des financiers. Et droit de réponse, Mohamed, vous vouliez répliquer à Amos? Non, je ne rejette pas totalement en bloc ce qu'il dit. Il y a une part de réalité scientifique là, dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on le voit aussi à l'université, mais seulement que tous les professeurs ne sont pas d'accord nécessairement, ou tous les politologues ne sont pas nécessairement d'accord avec cette façon de voir les choses. Ils pensent plutôt qu'il y a une complémentarité entre le politique et le monde politique et le monde financier. Quoi qu'il en soit, c'est le monde politique qui pilote, si vous voulez, toute action d'un groupe financier sur son territoire. C'est lui qui a la manivelle de tout ce qui a trait aux lois. Et ce sont les lois qui régissent notre société. Donc, pour qu'un financier puisse investir, il faut qu'il ait, si vous voulez, la bénédiction, pour ne pas dire l'accord du pouvoir en place. Donc, il arrive parfois que des politiques soient très cupides et cette cupidité, c'est pour leur personne et non pour la nation en tant que telle. Je sais, le Canada, je ne sais pas trop, mais je sais que dans la plupart des pays, que ce soit en France, que ce soit dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, toute entreprise qui s'installe a dans son cahier de charge une clause sociétale, c'est-à-dire qui l'emmène à entreprendre des actions sociales, construction d'écoles, de routes, dans les régions où il travaille. Donc, c'est pour dire que le politique arrive parfois à faire barrière à la velléité du monde financier. Cependant, est-ce que le financier ou le monde financier a plus de poids quant à l'élection d'un président? Au plan de la campagne, oui. Il arrive que des donateurs... derrière, un individu donne un peu plus d'argent pour permettre à un candidat d'avoir plus de visibilité lors de la campagne, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Il y a aussi, il faut considérer surtout l'intelligence de l'électorat, de l'électeur. Oui, il faut considérer son intelligence. Ça, c'est vraiment important et ça m'amène à vous dire, est-ce que, justement, c'est pas important pour les gens du peuple de revendiquer et de s'informer? C'est souvent le problème, c'est qu'on parlait de plusieurs cas ici de choses qui ont été révélées par des journalistes et tout ça, mais il y a un peu, sentez-vous une désinformation? Où est-ce que vous allez prendre vos informations aussi concernant les enjeux politiques et économiques? Quelqu'un veut répondre? Mais au Canada, c'est assez simple. Je pense que Élections Canada donne toutes les informations nécessaires à l'individu quant à l'évolution graduelle du système électoral, quand est-ce qu'il doit voter, où il doit voter. Voilà, donc je pense que cette information, il l'a déjà. Maintenant, l'information de base, c'est est-ce que vous êtes au courant des préoccupations, des problèmes de votre nation, les problèmes de votre pays. Ça, c'est par exemple le cas en Afrique. C'est-à-dire que le citoyen lambda ne sait même pas, n'a aucune information sur la dette de son pays.
Il ne sait pas que c'est vrai qu'il arrive qu'on ait besoin, par exemple, de la construction d'une route ou d'un métro, mais en même temps, quand on essaie d'évaluer quel est le taux d'emprunt du montant accordé par le FMI, par exemple, à un pays africain, on n'a pas toutes ces informations. C'est-à-dire que le citoyen lambda n'a pas toutes ces informations. L'information appartient à une élite qui la gère, qui fait de la rétention, qui essaie de la gérer par rapport à ses intérêts. Donc, je pense que informer le peuple, pour que le peuple soit informé, il faut qu'il arrive à lire et à écrire. Donc, pour cela, il faut qu'il aille à l'école. Bon, ce n'est pas le cas au Canada. Je pense qu'ici, les gens ont l'information, mais ils essaient de voir qu'est-ce qui pourrait l'arranger. Et comme nous sommes en démocratie, il y a toujours le plus grand nombre qui l'emporte. Donc, naturellement, on peut se retrouver dans une situation très délicate. On se demande comment on y est arrivé, mais c'est l'effet de la démocratie, et c'est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un désintéressement des gens par rapport à la politique? Amos, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, par rapport avant votre question. Avant la question, oui. S'il vous plaît, dire qu'on a l'information nécessaire ou vraie partout, c'est un peu difficile en politique. Tu es politologue, tu le sais. Je suis étudiant. Étudiant, oui, bon. Que tu sois étudiant ou pas, donc, par rapport à ça, ok, c'est bien. En politique, l'homme politique ne veut pas nécessairement que nous puissions savoir qu'il a un agenda caché. L'information est pertinente. Regardez comment est-ce qu'on est inondé aujourd'hui d'informations de toutes parts. Comment aller faire le tri? Et c'est là où votre question au départ devenait pertinente. C'est l'éducation, et c'est notre rôle à nous ici autour de cette table. Okay? Pourquoi il dit ceci? Allez prendre des médias, des panélistes que moi je suis sur les autres chaînes aussi, de bonne qualité, qui donnent des informations. Et quel que soit mon bord politique, étant donné que je ne suis pas accroché à un parti politique, c'est ça ou c'est ma mort, je prends les informations des deux côtés, je fais des recoupements. Je fais des recoupements. Et je vous le disais hors micro avec mes enfants qui sont très très bas, 19 ans, l'autre, bon, je parle politique avec eux et on met des choses en recoupement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. L'intention vraie n'est pas révélée parce que lors des campagnes, non, vous entendez beaucoup de choses, vous dites, mais où est-ce que nous sommes là? Et on a parlé des cas ici où les gens, vous saviez que ce que se disait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réalisable. Mais les gens ont bu ça comme de l'eau de source. Aujourd'hui, le gouvernement retourne, dont on a parlé, je ne peux pas appeler le nom, retourne sa veste et fait autre chose. La réalité la rattrape. Mais demain, le gouvernement qui est dans l'opposition va venir mentir. Ceux-là qui ont voté hier pour celui-là qui les trahit aujourd'hui vont prendre les mêmes informations par manque de formation et d'informations vraies. Bon, pour moi, il faut écouter un peu pendant les élections comme ça, les panélistes, les radios, les médias qui disent la vie, et lire et faire des recoupements. C'est un peu difficile dans les universités et c'est ça aussi, je crois que ça va devenir notre rôle en tant que francophones. Les élections s'approchent. Qu'est-ce que nous faisons au niveau des écoles? Nos jeunes qui ont 18 ans qui vont voter. Est-ce qu'ils vont voter? Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils votent utile? Et c'est... Ah, c'est intéressant ça. Un vote utile. Qu'est-ce que le vote utile? Oui, enfin, je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Je pense que quand même la majorité des gens votent en connaissance de cause avec leurs convictions personnelles. Je pense aussi qu'on est en démocratie au Canada, donc malgré tout, on a l'accès à l'information. J'imagine qu'évidemment, c'est beaucoup mieux d'aller lire dans différents médias ce qui est dit pour une information identique pour pouvoir avoir sa propre idée ensuite. Ceci dit, heureusement, enfin, j'allais dire, je ne pense pas qu'en tout cas au Canada, les financiers décident absolument de tout. Ils ne peuvent pas faire les choses sans le contrôle des politiques.
Et c'est là où les discussions entre politique et le monde de l'économie est toujours extrêmement important et essentiel pour balancer évidemment les intérêts des uns et des autres et d'abord de la population en général. Et je suis d'accord avec vous, je pense qu'en tant que francophone, et aussi simplement pour notre existence future, il est très très important de se concentrer sur l'éducation. C'est vrai que quand on attaque les écoles francophones en Ontario, c'est dangereux pour nous parce qu'on a une baisse de la population en pourcentage, en tout cas en Ontario, qui n'est pas dramatique, mais quand même qui est notable. Hein, c'est-à-dire, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, que la pourcentage auparavant était de 5,2% et puis que maintenant nous sommes passés à 4,7% en 2016. Des francophones en Ontario. En Ontario. Donc, c'est quand même un signe indicateur qu'on doit faire attention. Il faut faire attention que non seulement les francophones, mais aussi tous les anglophones francophiles qui souhaiteraient que leurs enfants aient une éducation en français, que ce soit dans des écoles francophones ou d'immersion, puissent non seulement avoir accès à cette possibilité, mais voilà, que le choix soit concrètement possible pour les générations futures, à la fois pour l'individu qui choisit de parler, d'être bilingue, mais aussi pour l'avenir du français, en tout cas en Ontario et voire au Canada en général. Il n'y a rien d'acquis, donc il faut vraiment continuer de se battre. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que le fait que vous êtes francophone, vous en êtes servi dans votre métier. Oui, absolument. Absolument. Et ça n'a jamais été un handicap, bien au contraire. Immédiatement, quand j'ai commencé, je me suis présentée comme francophone, en pensant que c'était une façon d'être différente aussi. En pensant non seulement qu'il y avait un intérêt pour la langue en tant que telle, mais aussi pour l'état d'esprit. J'allais dire très souvent, encore ça m'est arrivé cette semaine, où j'ai participé à une réunion à mon bureau avec des Français qui viennent d'arriver, qui ont l'intention d'ouvrir une boulangerie. Et comme moi, je suis assez occupée en ce moment, je n'avais pas le temps de m'occuper spécifiquement d'eux, mais je suis intervenue dans le français, mais pas seulement dans l'aspect de la traduction, mais aussi d'expliquer à l'agent immobilier avec qui on travaille quelle était l'intention et le désir de ses clients. Parce que l'état d'esprit, enfin le mindset, hein, comme on dirait en anglais, s'exprime à travers la langue, mais aussi à travers les habitudes de vie. Et donc c'est là où souvent j'interviens, et j'ai beaucoup de chance d'une certaine façon, puisque comme ma mère, même si elle était française, a vécu son enfance en Angleterre, j'ai la capacité de traduire aussi dans l'état d'esprit, et donc que l'anglophone en face comprenne ce que le francophone est en train de dire. On peut parler la même langue, mais si on ne se comprend pas, ça ne fonctionne pas. Effectivement, très intéressant ce que vous voulez dire. On va prendre une petite pause. J'ai Tierno ici. Tierno, est-ce qu'on a une petite chanson que tu pourrais nous préparer? On va prendre une petite pause. On va aller voir, chers auditeurs, si vous nous avez laissé des questions. On reviendra avec des questions sur l'économie, la jeunesse, l'immigration, des choses qui nous concernent tous. Je pense qu'on a fait un petit tour de table vraiment intéressant. On a vraiment établi que le fait francophone est important. On a des gens ici qui s'investissent dans des organismes qui sont là pour vous aider. On mettra d'ailleurs, je pense, des références de tous. Peut-être avant de quitter pour la pause, est-ce que vous avez des sites web, des façons dont on peut vous joindre, Amos? Oui, et le site web du Centre francophone, c'est www.centrefranco.org. Centrefranco.org, c'est le site internet du Centre francophone. Notre numéro général, c'est l'évolution que nous faisons aussi. On fait l'accueil centralisé où nous avons 5 sites, je crois, à Toronto. Désolé de ne pas être 5 sites, mais tous les appels aujourd'hui seront reçus au bureau, au siège social, et seront dispatchés pour pouvoir permettre
à celui qui vient d'arriver ou à celui qui est en détresse, parce que celui qui cherche un avocat et ne va pas au restaurant là. Donc, pour pouvoir accompagner la personne. Voilà. Donc, c'est le 416 922 2672. Merci. Donc, chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez besoin de ressources, c'est dit, vous pouvez aller consulter le site du Centre francophone. Vous étudiez à quelle université? À l'université Glennon. Ah. C'est la faculté francophone de l'université, faculté bilingue de l'université York. Okay. Mais vous étudiez en français? Ah oui, en français. Oh, wow. Donc, Glendon. Oui, mais je vais devoir prendre 6 crédits en anglais. C'est important de le souligner. Sinon, il n'y a pas de diplôme. C'est bilingue. C'est bilingue, voilà, oui. c'est Mais bilingue. quand même, il faut soutenir le fait francophone. Ah ouais. Madame Meyer, s'il y a des francophones à l'écoute qui, effectivement, ont besoin de vos services en tant que... Je vais peut-être me permettre d'utiliser 2 chapeaux, puisque oui. Je suis présidente de la FAF, donc je voudrais encourager toutes celles d'entre vous qui avaient une fibre active, qui avaient envie d'agir dans la communauté francophone, que vous soyez en affaires, que vous soyez professionnel ou simplement que vous soyez bourré de nouvelles idées, de venir nous rejoindre. Nous sommes un groupe très très chaleureux. Bien sûr qu'on s'intitule Femmes d'affaires, mais on est des femmes d'abord, des mères aussi, donc on est vraiment très ouvertes. Si vous voulez aller regarder notre site web, c'est le www.afaf.ca. Sachez qu'on est en pleine préparation d'un nouveau site web qui va être encore beaucoup, beaucoup plus joli. Mais bon, ça, ce sera pour la suite. Et puis moi, en tant que courtier en immobilier, donc je m'appelle Emmanuelle Meyer. C'est www.emmanuel avec 2 M, 2 L, tout attaché, meyer.ca. Et si vous allez sur mon site web, vous aurez la version francophone. Donc, vous pouvez cliquer et avoir toute l'information en français. Voilà. Et si je peux me permettre, je pense que vous invitez les hommes aussi à participer une fois. Oui, alors les hommes sont aussi les bienvenus. Que ce soit en tant que conférencier, puisque nous avons des soirées mensuelles. Donc, nous avons toujours un dîner suivi d'une petite conférence qui ont des sujets excessivement variés. Et puis, parfois, nous avons aussi des soirées spéciales. Donc, les conférenciers peuvent aussi être des hommes. Hein. Et puis, donc cette soirée spéciale des services en français, que nous avons déjà fait au mois de mai dernier, a eu un très beau succès. Et nous allons recommencer. Nous avons envie d'en faire une habitude pour encourager tous nos professionnels francophones ou francophiles à venir nous présenter leurs services. Et nous encourageons les hommes aussi. Voilà. Nous sommes là aussi très bienveillantes vis-à-vis des hommes. Voilà, Emmanuel avec 2 L comme un ange. Et en terminant, avant la pause musicale, Serge. Alors, je vais aller très vite parce que je sais que les gens veulent écouter la musique et se détendre un petit peu. Donc, moi, 2 aussi endroits où vous pouvez me rejoindre. À l'ACFO Toronto, donc c'est acfo-toronto.ca. acfo-toronto.ca. Et puis, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, je travaille dans l'éducation aussi pour le conseil scolaire Viamonde, où il y a une vingtaine d'écoles francophones dans tout le Grand Toronto, pour les élèves de 4 ans jusqu'à 18 ans. Et le site internet, c'est le csviamonde.ca. csviamonde.ca. Est-ce que j'ai pas vu d'ailleurs qu'il y aura un regroupement, un petit barbecue Mais ça, c'est le Collège Boréal. C'est autre chose. C'est le Collège Boréal qui organise ça à Mississauga vendredi. D'accord. Bon, alors, Tierno, on va en musique. Tu nous présentes ce qu'on va écouter? Oui, merci. C'était un très beau débat, Elisabeth. On va juste écouter Aya Nakamura, Copine, ici sur les ondes de Choc FM 105. Carrefour Choc 2.0, une série de forums débats sur les dossiers chauds de l'actualité, proposé par Choc FM 105.1.
Sur les ondes de Choc FM 105.1 pour faire plaisir à notre ami Mohamed hier qui nous vient de Côte d'Ivoire, le regretté Didier Arafat. C'était une façon de faire une transition par rapport à l'émission que je laisse avec Elisabeth Walling. Merci beaucoup. Wouhou! Ça dansait ici en studio. Fantastique. Merci beaucoup, Tierno. Alors, nos auditeurs se sont sentis interpellés et on a une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. On va terminer là-dessus. Un petit tour de table pour chacun de nos invités. La même question. Comment est-ce que nous, en tant que francophones, on peut s'impliquer? Comment on peut faire, justement, pour influencer nos politiciens, pour changer les choses pour le mieux? Serge Paul, je vois l'étincelle. Serge Paul est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la francophonie. Alors, je suis certaine qu'il y a plein d'idées pour vous, chers auditeurs. Serge. Déjà, je voulais commencer par effacer une espèce de notion qu'on a dans la tête, comme quoi on n'est pas assez nombreux pour pouvoir influencer les politiques. Juste vous mettre dans la tête l'image d'un moustique dans la chambre quand vous essayez de dormir et vous n'arrivez pas à dormir. Donc on peut être le petit moustique. Et comment on peut être le petit moustique? Tout à l'heure, j'en ai parlé déjà un tout petit peu. Montrer notre poids économique en faisant nos transactions financières en français. Donc moi j'ai une carte bancaire en français. Je demande mes services toujours en français le plus souvent possible. Et si on est un peu timide pour les demander à la personne, il y a des machines entre guillemets qui peuvent le faire ça pour vous, entre autres comme les ATM ou les scanners dans aux épiceries. Vous pouvez demander votre français et ça va augmenter les statistiques des corporations, des entreprises qui servent et qui vont dire il y a de plus en plus de francophones. Et on a dit tout à l'heure que les financiers entreprises n'ont pas trop d'effet, mais si eux commencent à voir le nombre de francophones qui s'y servent, ils vont commencer à faire de la publicité en français, à développer les services en français, et ça va toujours avoir une résonance au niveau politique. Et donc plus d'emplois pour les francophones aussi. Aussi, exactement. Autre chose aussi, j'ai remarqué, on parlait tout à l'heure peut-être du désintérêt de la politique. Tu as mentionné ça tout à l'heure, pardon. Je remarque aussi dans le secteur de l'éducation de plus en plus d'activités qui sont, surtout au niveau des élections, axées sur ces élections et les élections un peu factices qui sont créées pour les étudiants dans leurs écoles pour leur montrer comment voter. Ils ont accès à des boussoles électorales qu'on peut trouver sur Internet assez facilement pour savoir un petit peu par rapport au programme électoral de quel bord, entre guillemets, ils penchent. Et puis, ils ont des fausses élections dans leurs écoles pour pratiquer ce droit les initier à ça. Donc c'est important aussi de commencer jeune et de penser à sa francophonie, même si on est un petit moustique. Donc, à la maison, peut-être pour les parents, aller sur Internet avec les jeunes qui sont en âge de voter, essayer de les aider, de les orienter. Madame Meyer, donc comment est-ce que les auditeurs, chacun chez lui, peut faire quelque chose justement pour s'impliquer en politique, pour changer les choses? Ça s'inscrire à un parti politique, déjà. Déjà. Francophone ou pas francophone, mais si on y va dans le parti politique qui se rapproche le plus de vos idées, bien sûr, mais forcément, et en se déclarant en tant que francophone, c'est une façon de se montrer. D'être visible. Et d'être visible et d'avoir une parole à l'intérieur du parti, donc forcément d'influencer son entourage. Voilà. Et vous aidez justement avec votre regroupement de femmes, je pense que ça développe beaucoup la confiance, justement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le fait de faire partie de la FAF, y compris moi-même dans mon travail, m'aide effectivement à avoir une visibilité, une crédibilité. C'est certain. C'est certain. Merci. Ouais. Mohamed. Mais moi, je pense que les astuces proposées par notre collègue sont d'un haut niveau parce que procéder de cette façon permettrait éventuellement aux francophones de démontrer les poids économiques dans un premier temps. Maintenant, quant à comment faire pour faire intéresser
le francophone à la chose politique, au fonctionnement de la vie politique, je pense que ça commence par la base, comme on l'a dit, apprendre les jeunes à voter, à leur dire que quand on vote un premier ministre ou un président, c'est lui qui a la destinée de tout le peuple pendant un laps de temps, pendant 4 ans par exemple, et que si vous votez, si vous ne regardez pas les programmes ou que vous ne votez pas, s'il y a une minorité qui vont aux urnes et qu'il y a une majorité qui reste à la maison, la minorité deviendra la majorité et que la personne qui arrivera au pouvoir, vous devrez subir toutes ces politiques et donc la politique de la minorité qui devrait s'imposer à vous. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à démontrer tous ces faits aux enfants, aux plus jeunes et ensuite à l'université. Bon, déjà, on peut voter à partir de l'université avec des machines qui sont disposées un peu partout. Donc je pense que à la limite, il n'y a pas de problème à ce niveau, mais il faut continuer à intéresser les jeunes depuis la base. Je pense que de cette manière, on pourrait y arriver. Valoriser le droit de vote. Donc, est-ce que vous sentez que les jeunes, effectivement, est un électorat passif, c'est-à-dire qui se disent bof, est-ce que ça vaut la peine vraiment que je fasse l'effort d'y aller? Non, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des printemps, des partis politiques qui sont menés par les jeunes de manière générale. Et ensuite, quand vous regardez aujourd'hui les problèmes écologiques, changement climatique, ce sont les jeunes qui ont pris le taureau par les cornes partout dans le monde. Donc, ce sont des jeunes aujourd'hui qui arrivent à exercer une pression incroyable sur les hommes politiques jusqu'au point de les emmener à rebousser chemin, à changer leur position, à tenir tête à certaines grandes entreprises qui au départ, on n'arrivait pas à les faire bouger, mais les jeunes arrivent à faire tout ça aujourd'hui. Donc, je pense que les jeunes ne se désintéressent pas du tout à la politique. En tout cas, s'ils s'en sont désintéressés actuellement, ils sont très intéressés par la politique et ils font le poids énormément et partout dans le monde. On sent une solidarité et on voit ce qui se passe même ce midi aux nouvelles, la Chine. Les jeunes sont debout, se tiennent et s'impliquent. Est-ce que c'est pas dangereux avec les plateformes médiatiques, pour ne pas les nommer, certaines qui ne sont pas vérifiées? Est-ce que c'est pas dangereux que les jeunes soient instrumentalisés, justement, qu'ils soient manipulés par certains partis politiques? Bon, pour moi, c'est oui et non. Non, en ce sens, comme l'a dit tout à l'heure Mohamed, c'est le vote des jeunes d'aujourd'hui, c'est un vote de cœur, un vote utile. C'est surtout ça, le jeune qui veut voter. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Question écologique, parce qu'ils pensent à l'avenir. Les enfants, si on dit dans 30 ans, le jeune qui a 20 ans dit dans 50 ans, je n'ai pas encore fini d'avoir d'enfants, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est vraiment un vote de cœur. Même si on pense qu'ils sont manipulés, non, c'est quelque chose qui concerne leur génération. Et le politicien, le politique a compris cela et leur parle. Depuis Obama jusqu'à ce jour, les jeunes sont devenus les faiseurs du roi. Les jeunes sont devenus des faiseurs du roi, donc vous leur parlez ou vous perdez l'élection, ainsi de suite. Donc, c'est celui qui a 55 ans, 60 ans, il a déjà son parti politique qu'il change difficilement. Donc, c'est l'enjeu du futur. Et qu'est-ce qu'il faut faire à la suite de Serge et des autres? Je vais dire, il faut continuer à soutenir les écoles francophones. C'est-à-dire, comment on fait pour soutenir les écoles francophones? Inscrire nos enfants, encourager les francophiles à y inscrire leurs enfants aussi, parce que la présence de l'école francophone implique qu'il y a une présence du Canada du futur. Les médias aussi. Moi, je suis arrivé, j'ai découvert Choc FM, ça fait à peine une semaine, mais dans ma voiture, chaque matin, j'habite loin, quand j'ai l'occasion, c'est Choc FM que j'écoute, parce que les gens vont regarder le nombre d'auditeurs. Et ça, oui, c'est là aussi, c'est de soutenir Emmanuel, tous les services en français, il faut y aller, c'est pour nous et par nous. Voici, maintenant, qu'on le veuille ou non, le politicien, il veut le nombre. Parce que en fin de journée, c'est le nombre de votants qu'on va compter.
Alors, est-ce que nous faisons un poids? Oui, nous faisons un poids si nous sommes présents, si nous sommes un moustique ou quelque chose, et on est présent, on empêche les gens de dormir. Mais il faut faire du bruit utile. Donc, voilà l'essentiel de ce que je vais dire. Moi, je dis que oui, nous sommes là et nous serons toujours là. Et le Canada a plus besoin de la francophonie qu'on ne le croit, parce que le Canada fait partie de la francophonie et du Commonwealth. Alors, si il n'y a plus le français ici, qu'est-ce qu'on va partir dire à l'étranger? Notre image aussi en tant que pays. Donc, il a la pertinence. Votre première question, oui, il a la pertinence qu'on parle encore de la francophonie au Canada et on en parlera toujours. Donc, ça fait partie de notre identité. Serge, tu voulais rajouter? Une petite chose par rapport au soutien des écoles francophones. Inscrire les élèves, c'est très très bien, effectivement, les enfants. Mais pour les familles ou les gens qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas d'enfants, il y a une possibilité de donner vos impôts aux écoles francophones. Non, mais c'est tout à fait possible. Sur la carte d'électeur, vous pouvez demander que vos impôts aillent aux écoles francophones. Donc, c'est une chose qu'on ne sait pas forcément. C'est une petite coche qu'on met effectivement sur les cartes d'électeurs de la province pour les élections provinciales. Par défaut, vos impôts vont dans les écoles anglophones et vous pouvez juste par cocher une petite case demander à ce que vos impôts aillent aux écoles francophones. Donc c'est une autre façon de soutenir la francophonie et l'éducation. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est quelque chose que j'ignorais absolument. Et voilà, Tierno aussi, il ne savait pas. À partir de maintenant, c'est certain qu'on va le faire. C'est vraiment surprenant. Tierno, ça te fait rire? Ouais. Voilà, on l'a pris en défaut. Non, mais un peu de légèreté dans ce sujet. Oui, vous m'avez pris un peu en défaut. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que cela pouvait se faire. Mais bon, je connais beaucoup de célibataires qui sont là. Donc, à vous, les gars. Bon, ben, c'est lancé. Alors, c'est donc que Tierno est peut-être célibataire avec ce large sourire. Wait and see. Oh, on a vraiment couvert assez large. Peut-être une dernière question concernant les emplois, parce que c'est... Ah, Mohamed, tu voulais rajouter... Oui? Vous avez parlé de manipulation de la jeunesse. En fait, oui. Moi, à chaque fois j'entends manipulation de la jeunesse, c'est une insulte à l'égard des jeunes, parce que c'est mettre en doute notre intelligence, notre engagement, notre sens du discernement. La manipulation, ceux qui en parlent à longueur de journée, ce sont des gens qui ont peur du changement, qui ont peur que les jeunes bouleversent tout, qui ont peur que les jeunes comprennent que pendant très longtemps, on n'a pas pris en compte les préoccupations et que désormais, puisqu'ils sont engagés à peser énormément dans la balance, qui ne compte plus sur la scène politique, qui ne soit plus visible. Donc, je pense que c'est une peur bleue qui anime tous ceux qui pensent que les jeunes sont manipulés. Il n'y a pas de manipulation, c'est de l'intelligence, c'est de l'engagement. Est-ce qu'ils sont assez présents dans les couloirs du pouvoir? Est-ce qu'on voit assez de représentants des jeunes qui s'impliquent au niveau décisionnel? Évidemment. Macron, en France, je crois qu'il est sorti du cadre de jeunes. Juste, hein, 45 ans. Juste. Donc déjà, en Italie, dans d'autres pays européens, ce sont les jeunes aujourd'hui qui gouvernent. Donc on n'est même plus dans les couloirs. On est à l'avant-plan. Voilà, c'est nous qui sommes, que dirais-je... Et je crois même, excuse-moi, il y a certains représentants qui se sont présentés dans d'autres provinces et ils sortaient de l'université ou ils sortaient de l'école secondaire, ils étaient très très jeunes et ils se sont fait élire quand même. Donc, Voilà. Et bientôt, moi, j'irai en Côte d'Ivoire, je vais me présenter à l'élection législative municipale. Je vais essayer de changer aussi les choses. Donc, je pense qu'on va bouger et on continue de bouger. Parce qu'on est allé à l'école, on comprend beaucoup de choses, on peut analyser, on peut faire la différence entre le bien et le mal. Vous savez, quand on dit jeune, ça ne voudrait pas dire qu'on prend toujours $20 avec papa ou maman chaque matin, quoi. Jeune, c'est jusqu'à 35 ans quand même. Ah, la jeunesse s'est étendue maintenant. 77 ans. Tout le monde a un grand sourire. 77 ans.
Moi, je suis toujours jeune. Ah, ben voilà. C'est dans le cœur. On est jeune, Choc FM. Et pour rester jeune, qu'est-ce que tu nous suggères, Tierno? Qu'est-ce qu'on va écouter? Ah, ben, je pense que... Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à rajouter? Un petit dernier, Amos, oui? Oui, on avait aussi essayé d'aborder l'enjeu de l'immigration. Bon, on n'a pas eu le temps et je le disais tantôt. On va prendre 5 minutes, c'est très important, effectivement. OK. C'est très important pour nous. Il y a des efforts sont faits et l'immigration, quand on parle d'immigration, ce n'est vraiment pas... j'ai fait la Belgique et je fais ici, j'ai vu la différence. J'ai vu la grande différence. J'ai posé la question à un député en Alberta. Je l'avais... Comment se fait-il que moi, qui suis arrivé ici à 38 ans, je suis fier de dire que je suis Canadien et que certains ne peuvent pas dire leur pays d'origine ou bien en France ne se sentent pas dans d'autres pays, ne se sentent pas citoyens de ces pays-là. Parce que lorsque vous arrivez, on dit on vous a fait venir, on vous a accueilli, vous avez choisi et on vous a dit oui, venez. Alors voici ce qui fait un Canadien. Voici ce qui fait que vous aimiez ce pays lorsque vous étiez à l'étranger. Il faut savoir que c'est en fait ça, ce n'est pas, je le disais, je l'ai dit la fois dernière ici, ce n'est pas l'argent qui est le plus important, c'est le mieux-être, le bien-être. Et c'est l'image que le Canada projette à l'étranger. Donc aujourd'hui, l'immigration, c'est une force parce que, oui, les enfants qui sont nés aujourd'hui, peut-être 20 ans, mais d'ici là, qui sont ceux qui vont travailler pour nous, qui sont ceux qui vont occuper les immeubles qui sont construits. Donc, l'immigration utile et que ce soit une communauté, parce qu'on voit que ça baisse. Ça baisse, bien sûr, on ne peut pas... on a dit 5%, on est à 2,15% en Ontario, ainsi de suite. Oui, un effort est fait, mais que cet effort soit soutenu. Et moi, je suis immigrant, je le dis, je le répète, nous avons à donner, à gagner dans ce pays et surtout la francophonie. La francophonie. Il y a une peur, bien sûr, la peur de l'inconnu, tant de celui qui arrive, oui, que de celui qui accueille. Mais nous sommes francophones et c'est le plus important. Moi, j'ai dit, mes enfants, ils n'iront pas dans une école anglophone. J'ai 2 enfants ici, ils parlent anglais sans accent. Ils n'ont jamais mis pied dans une école anglophone. Et quand ils sont dans les cadets, ils sont ceux qui sont francophones et qui parlent mal. Même j'ai travaillé dans les compagnies organisées sur la francophonie jusqu'à ce jour, parce que j'ai choisi de dire, OK, il faut ça. L'immigration et la francophonie, c'est un jeu de gagnant-gagnant pour les deux. Donc, on se sent accueilli et tous vos organismes sont basés sur ça. En parlant d'organismes, peut-être rapidement, est-ce que les subventions... Oui. De dire, puisqu'on dit donner des bonnes idées aux politiques, il y a quelque chose un peu paradoxal, mais justement, je reviens à la problématique d'un locataire qui arrive d'ailleurs et qui n'a pas de credit check. Je pense que si on voulait avoir plus de francophones, par exemple pour occuper des postes de professeurs ici dans le GTA, non seulement peut-être qu'il faudrait leur donner un petit coup de main pour réussir à pouvoir se loger, et aussi leur fournir un document, enfin quelque chose qui pourrait servir, entre guillemets, de remplacement au credit check, parce qu'on sait tous que quand on vient d'ailleurs, on n'a pas cette histoire bancaire au Canada. Alors, qu'on vienne, j'allais dire, d'Afrique, d'Europe, mais aussi pour les Québécois, finalement, puisque le prix de l'immobilier au Québec est bien différent de celui qu'on a au GTA. Le marché, la façon de faire est différente. Et absolument. Là, je suis ravie que vous... J'ai une maison... J'ai une maison sur le plateau, parce que justement. Je répète tellement souvent que le métier de courtier ici n'a rien à voir avec totalement différent. Des agents immobiliers ou des courtiers. La réglementation est différente, le financement est différent. Voilà. Donc, tout est différent, pour résumer. Mais cette partie-là, qui est aussi en parallèle, finalement, avec les immigrants,
Bien sûr qu'un propriétaire demandera toujours un travail, un revenu, mais s'il y avait un soutien spécifique pour occuper des postes spécifiques qui encouragent l'avenir des francophones, ça serait peut-être une bonne idée. Voilà. Excellente idée, effectivement. Donc, si on a à l'écoute des gens qui sont dans la finance, dans les banques, peut-être essayer d'avoir des programmes à ce niveau-là. Si effectivement, est-ce qu'il y a une façon... Tout simplement venant du politique, voilà. Ou bien par le système des écoles, enfin que les directeurs des établissements puissent fournir aux futurs professeurs, aux futurs employés, un document qui dit que l'État s'engage à payer au cas où son nouveau locataire n'y arrive pas. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin, dans une fourchette de prix, bien sûr. Mais, voilà. Donc, rien d'acquis, il faut continuer à se tenir, à s'écouter, à s'entendre et donc à écouter Choc FM. Et on a avec nous Tierno. Tierno, qu'est-ce que tu nous réserves justement comme chanson? On va se dire déjà merci pour un bon débat que nous avons eu depuis tout à l'heure, 2 heures de débat, très bien animé et très bon débat aussi vous ensemble. Comme vous le savez, c'est toutes les semaines, une fois par semaine plutôt, on a un débat comme ça ici sur les ondes de Choc FM 105 ans. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, non, même pas même heure, à 18h jusqu'à 20h pour l'émission Nomad Soul 100% musique africaine. En parlant de ça, en parlant de francophonie, on va écouter un des fils, on va dire un des plus grands noms de la musique africaine en ce moment, qui est francophone, qui est le fils de Taboulé. Il passe sous le nom de Youssoupha. Donc on va écouter ça, un des plus grands paroliers francophones en ce moment, que nous allons écouter sur les ondes de Choc FM. Et on se dit bye bye, à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.